Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, je m'appelle Florence Léa-Siri. Bienvenue à la Confidence d'auteur. Aujourd'hui, on va s'adresser on va parler d'environnement avec Vicky et Karine et on va parler aussi d'éco-anxiété. Donc, pour vous mettre au parfum, nous, on a écrit 3 livres cette année qui adressent le sujet. Pour ma part, je suis experte en lutte au gaspillage alimentaire et la réduction des déchets. Mon livre s'appelle « La consommation dont tu es le super zéro écolo ». C'est un livre jeunesse pour les 8 à 12 ans. Et l'idée, en fait, c'est de leur montrer qu'ils ont un grand pouvoir d'agir et qu'ils sont capables de lutter contre leur éco-anxiété en relevant des missions au quotidien. Donc, je vais m'adresser aux invités ici pour que vous puissiez les rencontrer. Et après ça, on va discuter ensemble de ce beau sujet qui est l'environnement. Donc, bonjour Karine. Salut. Enchantée. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous présenter rapidement ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis de formation, je suis psychologue. Je suis aussi facilitatrice en pleine conscience et je dirais que c'est un peu à la jonction de ça qu'a émergé un intérêt pour l'éco-anxiété, puis je dirais peut-être aussi de mes propres préoccupations pour la santé de la Terre. Donc, voilà, c'est un peu ce qui m'a amené à écrire ce bouquin-là qui s'appelle Apprivoiser l'éco-anxiété et faire de vos éco-émotions un moteur de changement. Puis c'est un bouquin qui explore un peu cette idée-là que on a des préoccupations face à cette menace-là qui est bien réelle. Puis, je dirais, ce qui m'a vraiment inspirée, c'est de trouver cette jonction-là entre prendre soin de soi puis prendre soin de la Terre, puis comment les deux sont absolument indissociables. Oui. Donc, c'est un peu cette exploration-là, ce bouquin-là. Super, on va y revenir. J'ai hâte d'en parler. Bonjour Vicky. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de nous présenter ton livre, s'il te plaît? Ben oui, moi, en fait, il faut commencer, on retourne il y a 5-6 ans. En fait, j'étais surconsommatrice. J'étais la plus grande surconsommatrice dans la ville, je pense. Puis, dans le fond, je vivais comme la majorité des personnes qui allaient à l'université à ce moment-là. Je sortais beaucoup, je dépensais beaucoup. Puis, un jour, je suis arrivée, j'ai vu mon compte en banque, ma marge de crédit avait atteint un seuil de 10 000 $ d'endettement. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai tout revu mes habitudes de vie. J'ai tout revu de A à Z, mes habitudes de consommation, mon budget. Je me suis mis à penser différemment. Donc, je suis vraiment passée, en fait, de surconsommatrice à minimaliste. Puis, j'ai lancé un blog où je parle de mes astuces, de mon style de vie pour inspirer justement les gens à peut-être vivre différemment. Et justement, cette année, j'ai lancé mon livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel ». C'est super intéressant. Puis, ce que j'aime, c'est que c'est des sujets qui peuvent être très inconfortables à aborder. Mais je pense que dans chacune de nos approches, on a une approche qui est très douce, qui est même plaisante pour initier au changement. Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. J'avais envie de partir d'une citation de mon livre sur la définition de l'éco-anxiété que je fais aux enfants. Parce que souvent, ce terme-là peut être très, très intimidant. Il y a des gens qui vont pas du tout se sentir concernés, puis d'autres qui vont se sentir vraiment accablés par cette émotion-là. Donc, je vous fais une petite définition, puis après ça, Karine, je serais curieuse que tu précises ou que tu corriges la définition que j'en ai fait pour les enfants. Vous allez voir, j'ai fait un parallèle entre des changements climatiques, des catastrophes climatiques et des émotions qu'on peut ressentir aussi pour que ça soit plus concret qu'est-ce que ça peut être l'éco-anxiété. Donc, t'est-il déjà arrivé d'être envahi d'un tsunami d'émotions, de ressentir un incendie dans ton ventre ou d'avoir des yeux inondés de chagrin lorsque tu penses à la santé de notre planète? Ce malaise se manifeste souvent par un profond sentiment d'impuissance, de colère ou même d'angoisse face à l'avenir de notre planète. On appelle ce sentiment l'éco-anxiété. Chez certaines personnes, l'éco-anxiété génère une telle peur qu'elle a un effet paralysant. D'autres préfèrent rester dans le déni et faire comme si cela n'existait pas. Enfin, il y a aussi ces gens que la peur motive à passer aux actes et à changer certaines habitudes individuellement et collectivement.
Je crois que c'est notre cas. Tous les trois, on a eu envie de passer à l'acte et de participer au changement, en fait. Donc, Karine, de cette définition-là, est-ce qu'il y a des précisions qu'on pourrait apporter aussi pour bien définir qu'est-ce qu'est l'éco-anxiété? Mais je te dirais que la façon dont tu apportes cette définition-là, je la trouve très belle, hein, parce qu'elle vient toucher les trois grandes sphères un peu, là, l'idée que l'éco-anxiété, c'est un peu un terme fourre-tout. Là, c'est pas super bien défini. Puis bon, la science n'a pas encore défini ce terme-là, là, je pense, de façon satisfaisante à tout le moins. Donc, ça vient parler de cette idée que l'éco-anxiété, c'est pas juste de l'anxiété, ça peut être de la peur, de l'impuissance, du découragement, de la colère, de l'indignation. Fait que c'est tout ce mélange-là. L'intensité aussi, hein, il y a des gens qui sont préoccupés, il y en a d'autres qui sont carrément anxieux. Oui. Puis je trouve que ça amène cette réflexion-là de, tu sais, quand est-ce qu'il faut commencer à prendre soin de notre éco-anxiété parce que ça devient trop intense. Donc non, je la trouve super belle, ta définition, puis je pense qu'elle s'applique autant aux enfants qu'aux adultes. Là, c'est un peu le même phénomène. Ah bien, fabuleux. Donc, moi, j'avais envie de commencer en parlant de nos gestes collectifs, en fait, parce que j'imagine que c'est en changeant vos habitudes de consommation ou en prenant conscience de certains de vos comportements que vous avez voulu partager votre expérience. Donc, Vicky l'a présenté un peu, ça a été quoi le déclencheur pour vouloir partager ça. Mais Karine, en tant que psychologue, est-ce que c'était le sujet choisi initialement quand tu as étudié la psychologie? Est-ce que c'était vraiment pour aller répondre à cet inconfort face à l'environnement ou c'est un sujet qui t'a choisi? Ça a été quoi, en fait, le déclencheur qui a fait que maintenant, on a un super livre à découvrir? En fait, je souris parce que quand j'ai fait mes études, je pense qu'il y a probablement personne qui aurait pensé que ça existerait, l'éco-anxiété. Oui. Là. Non pas que je suis si vieille, mais c'est quand même un sujet qui est assez récent. Non, en fait, c'est un peu... la rencontre, elle s'est faite par hasard. C'est vraiment les étoiles qui se sont alignées là, pour que j'écrive ce livre-là. Je pense que je portais cette préoccupation-là pour moi-même. Je le voyais de plus en plus chez les gens que je rencontrais, pas juste des gens que j'accompagne, mais aussi des amis. Je l'entends aussi beaucoup chez les jeunes. Puis ça m'a amené à réfléchir au fait qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, tu sais, autant sur le plan collectif que sur le plan individuel, donc avec ça étant l'éco-anxiété comme telle. Puis je pense que c'est un peu par là que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Puis, petite anecdote, en fait, j'ai toujours voulu écrire un bouquin. Je pensais que ce serait un roman policier ou un truc du genre. Puis finalement, c'est le hasard qui a fait en sorte que je suis arrivée à écrire ce livre-là. Donc, c'est un hasard de circonstances. J'ai animé une conférence au Festival de Zéro Déchet. Liette des Éditions de l'Homme m'a approché pour peut-être écrire un livre. Puis on dirait que ça s'est comme aligné puis que c'est arrivé. Donc, voilà. Donc, maintenant, les gens qui viennent te voir en consultation, j'imagine que c'est principalement pour aborder cet enjeu-là auquel ils font face, l'éco-anxiété, ou c'est juste un bonus pour toi d'en parler ou de faire des liens? Il y a des gens qui viennent pour ça. Je pense que c'est tellement nouveau que c'est peut-être pas instinctif pour les gens de dire je vais venir en parler à un psychologue de l'éco-anxiété, de ce que je ressens par rapport à la planète. Mais je pense que le désir d'écrire le livre, c'est aussi beaucoup pour aider les gens à composer avec ça, mais aussi à être capable de porter cette conscience-là des changements climatiques puis des défis environnementaux de manière assez saine pour que l'énergie puisse être canalisée dans l'action. Puis à travers ça, bien, j'espère que ça va inciter peut-être un changement ou ça va nourrir ce changement-là dans nos habitudes, là. Bien, tout à fait. Je pense que faire partie du changement, puis donc, ça fait naître de l'empowerment, de l'autonomisation, puis on a envie de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, qui nous dépasse, mais qui fait du bien. Puis j'imagine, là, je me ramène à Vicky, mais c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que tu l'as fait pour toi, puis ça a été ton déclencheur, parce que justement, tu voyais que tu avais des enjeux au niveau financier, mais après ça, j'imagine que face à la réponse que tu as eu envie d'approfondir le sujet, puis de toi devenir encore meilleur, mais de partager ton expérience. Non, c'est ça exactement. Puis moi, dans toutes les lectures que j'ai faites au courant de ma vie, celles qui m'ont le plus inspirée, ça a toujours été les personnes qui racontaient leur cheminement, qui racontaient leur propre expérience. Puis moi, justement, je trouvais qu'avec le blog, avec les réseaux sociaux, c'est tout le temps très court. Puis tu sais, tu peux pas vraiment rentrer dans les détails pour vraiment
expliquer comment c'est déroulé ton cheminement, puis toutes les prises de conscience aussi que tu as eues à travers tout ça. Donc, moi, dans le fond, j'ai vraiment profité de la rédaction du livre pour rentrer dans les détails puis mieux expliquer, en fait, pourquoi, des fois, j'ai tout repensé mon style de vie de A à Z. Qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce que je trouvais qui était peut-être trop, tu sais, tout ce qui est de l'excès, tu sais, la surconsommation, tu sais, le gaspillage, etc., c'est quelque chose de très dommageable aussi pour l'environnement. Donc, tu sais, juste pour aider la collectivité aussi là-dedans, j'ai décidé d'en parler. Puis moi, je trouve beaucoup que par l'exemple, c'est une des meilleures façons, en fait, d'engendrer le changement. Donc, on parlait un peu de moteur d'action. Moi, je trouve que c'est ma façon à moi d'influencer positivement les gens à peut-être adopter une ou deux actions que moi, je fais au quotidien puis que ça fonctionne bien pour eux aussi. Oui, tout à fait. Puis je crois qu'on le voit, vous n'avez pas de l'air d'être préoccupé ou ça n'a pas l'air de faire déborder votre charge mentale, d'intégrer ces nouvelles habitudes-là pro-environnement dans votre mode de vie. C'est devenu une seconde nature. Mais ce que j'aime, c'est que dans vos livres, il y a vraiment une narration de ça a été quoi le déclencheur au départ, puis après ça, bien, c'est quoi les petits outils pour être capable de toujours s'améliorer si on a cette volonté-là. Puis c'est correct des fois de faire un plateau puis de juste assimiler parce que faire un changement d'habitude, c'est jamais évident pour personne. On pense juste à quand on passe pas la soie dentaire à tous les soirs, puis on se dit il faut que je le fasse et ça paraît comme la plus grosse chose au monde, la plus grosse mission, mais finalement, c'est de l'intégrer en fait. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé dans vos livres aussi, c'est par les témoignages, par les outils, par les petits défis aussi que Karine proposait aussi de dire, bien, à partir de maintenant, arrêtez-vous, posez-vous telle question, mettez-vous à tel défi, amenez à telle réflexion. Donc, je pense que c'est pertinent. Puis d'ailleurs, je me suis arrêtée sur 2 citations dans votre livre qui m'ont bien plu. La première, c'est par rapport justement à la réaction des gens autour de nous. Quand nous, on entame un changement, on se sent bien, on a envie que tout le monde se sente aussi bien que nous, mais la collectivité autour de nous peut être un petit peu plus sur les gardes, se sentir jugée aussi, même si c'est pas du tout notre but. Donc, Vicky, j'ai trouvé cette citation-là qui m'a bien plu, puis je vais enchaîner avec une citation de Karine. Vicky, tu dis, à la page 145, « Ce qui est inconnu ou marginal peut nous faire peur. Nous préférons nous conforter dans les similitudes et vivre dans une société où tout le monde se ressemble et a les mêmes principes ou presque. » Donc, c'est vrai que être tous un peu pareils, bien, c'est moins confrontant parce qu'on a des repères. Et j'enchaînerai avec une citation de Karine qui m'a bien plu aussi. À la page 183 du livre, « Il est difficile de réduire notre consommation. Le pouvoir d'achat et la possession de biens matériels sont devenus nos symboles de réussite. Notre trajectoire de vie est souvent orientée en ce sens. » Là, je saute une petite partie, puis ça continue en disant « Notre identité et notre estime personnelle sont également enchevêtrées de nos habitudes de consommation. Notre culture nous incite à la consommation et nous inonde de messages qui veulent que le succès se voit dans nos biens matériels. Puisque la comparaison sociale est une de nos habitudes mentales de prédilection, le piège est efficace. On désire respecter les normes du groupe auquel on s'identifie. » Donc, c'est 2 façons très semblables de dire une chose qui parle de la pression sociale. On a tellement l'impression que de consommer, c'est d'être. Puis, ça nous amène à d'autres mots, en fait. Donc, surmenage, on se déconnecte de qui on est, on ne sait plus pourquoi on achète. L'endettement. L'endettement aussi, exactement. Donc, Karine, je serais vraiment curieuse de t'entendre sur comment est-ce que l'éco-anxiété peut, pas l'éco-anxiété, pardon, la surconsommation peut avoir des effets sur l'éco-anxiété. Est-ce que la surconsommation, lorsqu'on réalise l'ampleur qu'elle prend dans notre vie, peut avoir un effet néfaste ou, au contraire, peut-être positif sur l'éco-anxiété? Comme c'est quoi le mécanisme humain, peut-être, à ce sujet-là? La question est super intéressante. En fait, je pense que la surconsommation, elle a un impact sur l'éco-anxiété. Le jour où on devient conscient, puis Vicky, tu le nommais bien tantôt, hein, le coût environnemental de notre surconsommation. Tu sais, on est dans un modèle, une espèce de machine où on achète,
on consomme, on gaspille, on jette, on travaille pour pouvoir accumuler des sous, pour acheter encore plus, consommer encore plus. Puis le jour où on prend un pas de recul, puis on dit, attends, tout ce que j'achète, tout ce que je consomme, ça vient de la terre. On exploite les ressources de la terre pour pouvoir créer tout ça, tout ce que je peux acheter, tout ce que je peux consommer. Puis quand on commence à réaliser ça, évidemment, on peut devenir éco-anxieux. Oui. Parce qu'on n'est pas tout seul à faire ça. On est, puis vous l'avez bien nommé, hein, on est des tonnes et des tonnes de gens à faire ça. Fait qu'on se rend compte que tous ces gens-là qui consomment, bien, ils ont tous un impact. On a tous un impact sur la Terre. Donc, évidemment, cette conscience-là peut nous amener à être éco-anxieux. Puis je pense aussi, puis tu l'évoquais là avec beaucoup de justesse, hein, comment notre identité, elle est liée à notre pouvoir d'acheter des affaires puis de posséder des biens. Puis ce que ça fait, c'est que ça engendre des valeurs. T'sais, on va investir des actions qui vont dans ce sens-là. Fait que je vais travailler encore plus pour pouvoir me payer des beaux gros voyages, pour pouvoir me payer plein de belles choses. Mais ça nous déconnecte de d'autres valeurs, comme la connexion à la terre, la connexion aux autres. Puis évidemment, on sait que plus on est déconnecté de ça, plus on perd de vue que la nature, elle est belle, elle est importante, il faut la protéger, puis elle nous nourrit parce qu'on est intrinsèquement lié à la nature. Ouais. Quand on se déconnecte de ça, bien, on devient plus éco-anxieux, on devient plus stressé. Et à l'inverse, quand on nourrit ces valeurs-là, bien, ça cultive notre bien-être. Puis ça a ce super bel effet aussi de protéger la terre. Fait que ça réduit notre anxiété. Bien, c'est vraiment très pertinent. On oublie à quel point, des fois, on se dit, il faut que je sorte de la ville pour aller me reconnecter à la nature, puis on revient, puis on est changé. Donc, l'impact de la nature, ou même serrer un arbre dans ses bras, là, ça paraît ridicule, mais en réalité, on revient, puis on est changé avec c'est un petit geste, en fait. Donc, et Vicky, je serais curieuse aussi de t'entendre par rapport à la collectivité. J'imagine que tu as fait face à des enjeux. Peut-être qu'il y avait des réactions un peu plus négatives. Ça a été quoi tes grands défis dans ton quotidien face à ta famille, à ton conjoint? Et quels ont été les plus grands enjeux qui ont fait que ça n'a pas été aussi facile, le changement, que tu le voulais pour toi, en fait? Bien, en fait, c'est assez curieux parce que quand que j'ai commencé mon processus, en fait, dans la même semaine, j'ai tout changé du tout au tout. Donc, je suis vraiment passée, en fait, de Vicky qui avait 50 paires de talons hauts, qui avait 30 manteaux. Donc, du jour au lendemain, lorsque j'ai décidé, en fait, de vivre avec moins, de faire du désencombrement, de retourner à l'essentiel, les gens, en fait, que je côtoyais, ils ont vraiment pris ça curieusement. Peut-être qu'il y a eu du jugement. J'étais pas dans leur tête, je pourrais pas dire, mais j'ai vraiment senti comme une espèce de sentiment comme quoi les gens, peut-être, ne croyaient pas en ce changement ou que ça allait être que temporaire puis que ça n'allait pas durer. Donc, c'est plus ça, en fait, les perceptions que j'ai eues au départ de mon cheminement. Puis, par la suite, il y a eu vraiment comme, tu sais, les gens ont commencé à voir que je commençais à changer. Puis, ça a été aussi d'informer les gens, tu sais, parce que quand on change tout son mode de vie, bien, tu sais, je pense aux fêtes, Noël, nos anniversaires, Pâques, la Saint-Valentin, toutes les fêtes commerciales qu'il peut y avoir, bien, ça, c'est énormément de changements quand on décide de vivre avec moins. Donc, tu sais, les cadeaux, etc., ça devient plus nécessaire, c'est plus notre réalité. Mais qu'est-ce qu'on dit aux personnes qu'eux autres, ça fait partie de leur réalité? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment respecter ces personnes-là aussi dans leurs croyances puis dans leurs valeurs, puis de juste les informer sur ton cheminement à toi, pourquoi tu fais ça. Puis moi, je pense que c'est vraiment en expliquant gentiment, sans imposer son mode de vie, que c'est vraiment là que peut-être on va venir semer une graine dans l'esprit des gens, puis que peut-être ils vont être conscientisés un petit peu à faire différemment, en fait. Mais c'est sûr que vraiment, la vie d'autrui, ça a vraiment été un très gros enjeu. J'ai ressenti beaucoup de pression sociale aussi. On en parlait justement tantôt. Les gens sont tellement habitués d'être dans la surconsommation. C'est tellement comme la seule façon de vivre qu'on connaît que, justement, quand tu veux aller à l'encontre de ça, c'est là que tu peux avoir des discours un peu particuliers sur ton mode de vie. Mais somme toute, ça s'est quand même assez bien produit. Puis une des façons que je trouve que moi, ça a bien fonctionné de manière à informer les personnes qui étaient autour de moi, c'est principalement, en fait, de documenter mon processus sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, ça a été ma manière de communiquer ça peut-être à mes amis, à ma famille, etc. Mais, tu sais, il y a différentes façons, en fait, d'informer
notre famille ou etc., si on veut faire du changement. Une petite discussion ouverte là, le samedi soir avec une petite bouteille de vin, là, hors COVID, là, mais ça peut être intéressant. Ça peut même mener à des débats, puis peut-être même instaurer le changement aussi dans sa famille, donc c'est intéressant. Mais moi, ce qui me vient quand je vous écoute parler, c'est de comprendre qu'on a notre façon de vivre, on a notre propre langage, mais que peut-être qu'un membre de ta famille parle un autre langage et pour lui, c'est très, très important de t'offrir une attention parce que c'est la meilleure façon qu'il peut t'exprimer qu'il tient à toi et qu'il t'aime. Donc, des fois, de rejeter ça, ben c'est de dire à la personne, ben je rejette ta façon de m'aimer. Donc, ça peut être très confrontant et c'est là qu'il peut y avoir des affronts. J'imagine que c'est commun, tu sais, puis les gens, même si ça les concerne pas, c'est là qu'ils vont se sentir jugés parce que non seulement ils se sentent rejetés, mais en plus, ils sentent qu'ils sont inadéquats dans la façon de communiquer. Donc, c'est beaucoup de perturbations pour les autres qui voient que, oui, tu peux être bien, que la personne qui réalise son éco-anxiété décide de poser des changements, mais s'ils n'arrivent plus à communiquer avec eux, ben ils n'ont plus de repères, en fait, donc ça peut être complexe. Puis ça m'amène, d'ailleurs, ma motivation d'écrire le livre, moi, ça a été suite à un prix que j'ai gagné. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont appelé pour me questionner sur l'environnement ou sur l'éco-anxiété ou ils faisaient un travail sur le zéro déchet ou sur ma démarche personnelle. Et à la fin de tous les messages, j'en ai reçu des dizaines, là, il y avait un point commun de tous les enfants. Ils me demandaient s'il y avait de l'avenir. Donc, je crois que la façon dont on aborde des problématiques peut être très, très importante. Puis moi, ça m'a énormément perturbée. Là, je suis capable de vous en parler sans pleurer, mais ça a pris plusieurs semaines et même mois parce que je me disais, mais notre langage qu'on utilise pour poser soit des changements ou pour s'inquiéter, manifester notre éco-anxiété peut avoir des répercussions. Un adulte fait plus la part des choses, mais un enfant, ben peut être très, très perturbé puis ils se disent « Mais attends, moi, j'entends dire que dans 50 ans, il n'y aura plus d'eau potable. » Il manque de nuances, en fait. J'imagine que c'est quelque chose qu'on peut voir souvent aussi dans le discours de gens qui viennent vous voir pour parler de leur changement ou de leurs préoccupations. Oui, puis en fait, je pense pas que c'est juste les enfants qui peuvent avoir une vision assez... dystopique ou catastrophique du futur. Là. Le message qu'on a, en fait, on est dans une société aussi où, avec les médias, la télé, souvent, ce qu'on a, c'est plus la formule catastrophique, le truc bien court puis bien spectaculaire. Là, ouais. Les images du feu de forêt ou des animaux qui ont souffert. Là, donc, ça peut être... Puis c'est très, très complexe, hein, de comprendre les défis environnementaux. Fait que, ouais, on peut des fois manquer de nuances puis avoir ce feeling-là qu'il n'y en a pas d'avenir. Puis c'est intéressant, tu sais, c'est vrai aussi pour les adultes. Puis quand on pense à des adultes significatifs pour des enfants, si les adultes sont soit éco-anxieux eux-mêmes puis ont de la difficulté à faire sens avec ça, à trouver de l'information, bien, ça peut être vraiment difficile d'accompagner les enfants parce qu'on veut que les enfants aient cette perspective juste. Oui, c'est sérieux puis il faut faire quelque chose puis il faut le faire maintenant. Mais c'est pas... la fin n'est pas nécessairement proche. Si on se mobilise maintenant, il peut y en avoir de l'espoir. Mais pour être capable de traduire ça dans un langage qui n'est pas non plus plein de licornes, plein d'arc-en-ciel, il faut être capable de se gérer soi-même, de comprendre ce que c'est, de se réguler, puis de trouver des façons de le communiquer. Là, c'est pas simple. Non, tout à fait. Puis je crois que c'est ce qui unit nos 3 livres, en fait, c'est qu'on a abordé la problématique avec un grand pouvoir d'agir. Donc, de dire, on a tous un pouvoir, c'est celui d'agir, puis de trouver la façon qu'on peut agir individuellement ou dans la collectivité. Pour les enfants, ce que j'ai choisi, c'est de faire un livre activité, de donner des petites missions du quotidien où enfants et parents pouvaient être impliqués, de mettre aussi beaucoup d'illustrations pour rendre ça joyeux. Karine, toi, dans ton livre, il y a justement des petits arrêts, des petites pensées. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement? En fait, ce qui me vient en tête quand puis je trouve que le parallèle est intéressant, comme pour les enfants, il faut les amener à agir parce que c'est à travers la capacité à agir qu'on peut avoir un espoir qui fait du sens. Là, c'est-à-dire, c'est pas juste un espoir passif, là, c'est un espoir actif dans lequel on s'engage. Exact. Bien, les petites pauses dans le bouquin visent à ça un peu. Puis c'est autant des pauses pour prendre soin de soi. Donc, apprendre à apprivoiser ses émotions, apprendre à gérer aussi notre cerveau, là, qui des fois nous joue des tours, là, puis qui peut nourrir l'anxiété, mais aussi à prendre des actions pour
protéger la planète. Puis il y a différentes façons de faire ça. Tu sais, il y a des actions en lien avec la nature, avec notre consommation, avec justement réduire notre gaspillage. Donc, j'offre un paquet d'outils avec l'espoir que les gens vont connecter avec certains de ces outils-là, puis ils vont pouvoir les mettre en place, là. Non, c'est intéressant. Puis Vicky, ben j'ai envie de te donner le mot de la fin. Toi, tu es beaucoup dans l'action, justement, de ce que tu as fait pour toi, puis en le partageant aussi, tu inspires des milliers de personnes au quotidien qui te suivent sur tes réseaux sociaux. Donc, ça serait quoi pour toi un beau moteur d'action pour entamer un changement, puis s'intéresser à avoir une nouvelle vision de ses propres habitudes de consommation? Bien, peut-être commencer par se remettre en question, puis tout voir c'est quoi les actions qu'on pose au quotidien, puis pourquoi on pose ces actions-là. D'essayer de comprendre pourquoi on se fait tout le temps notre café le matin, pourquoi on ressent le besoin de tout le temps prendre la voiture pour aller acheter quelque chose. Est-ce qu'on en a vraiment de besoin? Donc, moi, c'est vraiment de revenir à l'essentiel, de ralentir aussi dans toutes les facettes de sa vie, justement pour repenser un peu tout ce qu'on fait au quotidien, puis de manière à vivre plus simplement, puis de, justement, juste se poser une question, ça va amener tout un vent de changement, puis qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'on a une prise de conscience, c'est là qu'on va faire des petites actions au quotidien qui vont se transformer en des dizaines, puis voire des centaines d'actions au bout du compte, là. Donc, moi, c'est surtout comme ça que je crois que le changement peut s'installer graduellement, petit peu par petit peu, puis pour mener à des belles choses. Bien, merci. Je trouve que c'était vraiment très inspirant. Puis, vous offrez plein d'outils dans votre livre pour que la démarche et le changement se fassent dans la bonne humeur, dans la joie aussi, et que ça ne soit pas un ajout à la charge mentale pour que les gens craquent sous toute cette pression. Au contraire, c'est de démontrer que ça se peut, chaque chose en son temps, et surtout que chaque démarche, elle est unique. Donc, de s'écouter soi-même. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans vos livres. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à vous les procurer, que ça soit en librairie, via la plateforme du Salon du Livre, ou aussi à les demander dans votre communauté à la bibliothèque. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter en terminant, pour un petit mot pour vendre votre livre, là, pour que les gens disent je dois absolument me procurer ce livre-là? En fait, j'aurais le goût de dire... il ne faut pas absolument se le procurer, dans la mesure où si ça parle, ça résonne. Puis si on sent que c'est quelque chose de lourd, nos préoccupations pour l'éco-anxiété, ça peut être un des outils, là. Super. Puis moi, en fait, c'est si la personne a envie de changement, juste d'être inspirée, d'avoir des nouvelles sources d'inspiration, puis de voir peut-être notre quotidien d'une manière différente, bien à ce moment-là, peut-être ce serait une lecture intéressante pour revoir les choses du quotidien. Bien, super. Merci. Merci à vous. Bien, merci à vous, les filles. Bonne lecture à tous.